Hello, everyone. A very warm welcome to this webinar titled Youth Labor Market Trends in West Africa, Insights for Policy and Practice. This is a session organized by the International Labour Organization in close partnership with the MasterCard Foundation and graciously hosted on the Youth Foresight Global Knowledge Facility. The purpose of today's webinar is to gain a deeper understanding of what the world of work looks like for young people across the 8 countries that make up the West Africa Economic and Monetary Union, WIMO in English. We know that there are persistent challenges faced by young people in the region, and we want to know what is being done to help ease their pathways to productive employment. To that purpose, we have organized a distinguished group of speakers to share with us their experiences in working towards evidence-based policymaking and programming support of the young people in West Africa. So thank you so much for joining. I am Sarah Elder, head of the Employment Analysis and Economic Policies Unit in the ILO in Geneva, and I have the great honor today of serving as your moderator. The chat will be open throughout the webinar, and you're most welcome to use it to introduce yourself and to let us know where you're joining from. And of course, to ask questions. It's nice to see already people making use of the chat. This webinar is conducted in both English and French with simultaneous interpretation. There are instructions on the chat on how you can make the selection of your preferred language. And if you get stuck anywhere, just send a note on the chat, and our technical specialist can help you to connect. Now, I have a couple other housekeeping notes, and then we can get started. So first, I want to make sure that you know that this session is being recorded and that the recording will be made available at the events webpage after the webinar. We'll put that events webpage up in the chat later. For accessibility, you can turn on your closed caption by clicking the CC button at the bottom of the screen. This is helpful if you prefer to follow along with the text or get better clarity of the audio. Your microphones will be muted throughout the session unless you raise a hand to ask a question. No, I believe that's not even the case. You will need to ask your question in the chat. Okay. I think that's the end of the housekeeping, but I would like to give you a quick run of the coming agenda. So we are lucky today to have with us 2 leaders of the webinar's co-sponsoring organizations. They will deliver the opening remarks. We have Ms. Fanfan Roraningo Karanyangwa. I practiced that and did not do that well. Did not do you justice, Fanfan, so forgive me. So Fanfan is the ILO Assistant Director General and the Regional Director for Africa. And we have also Dr. Eunice Mutengi, who is the Director of Evidence and Learning Insight for the MasterCard Foundation. In a moment, I will invite you both to make your remarks, after which I will give the floor to my ILO colleague to present the youth labor market trends across the 8 WIMO countries. This should take us to around 3:35. After that, we will start a moderated discussion looking at the implications of the findings and the actions that are being pursued to help promote youth employment across the region. We will then conduct the discussion in, we will conduct this discussion entirely in French. Again, you can make sure to have your interpretation ready. And finally, we will hopefully have a good deal of time left for a guided Q&A. Now, it is my great honor to invite the ILO Assistant Director General and Regional Director for Africa, Ms. Fanfan, to take the floor with her opening remarks. Ms. Fanfan, over to you. Thank you so much. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'ouvrir avec vous ce webinaire au nom de l'Organisation internationale du travail, aux côtés de notre partenaire, la Fondation MasterCard, que je remercie chaleureusement pour son engagement constant en faveur de la jeunesse africaine. Cette collaboration repose sur une conviction commune. L'avenir du travail en Afrique dépendra également de notre capacité à offrir aux jeunes des opportunités réelles, dignes et porteuses d'avenir.
Ce partenariat couvre 8 pays: le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Les pays de l'UEMOA présentent des réalités économiques, sociales et institutionnelles diverses. Ils sont néanmoins confrontés à un défi commun et urgent: permettre aux jeunes d'accéder à un emploi décent et productif. Pourtant, lorsque les jeunes accèdent à un emploi, celui-ci relève, dans la majorité des cas, de l'économie informelle. Dans les 8 pays, entre 97 et 99% des jeunes actifs occupés travaillent dans l'informel. Cela signifie travailler sans sécurité de l'emploi, sans véritable protection sociale et avec très peu de perspectives d'amélioration durable de leurs conditions de vie et de travail. Notre analyse montre aussi que les jeunes ne constituent pas un groupe homogène. Les jeunes femmes sont particulièrement touchées. Dans plusieurs pays, elles sont 2 à 3 fois plus nombreuses que les jeunes hommes à n'être ni en emploi, ni en éducation, ni en formation, les NEETs. Les jeunes en situation de handicap font également face à des taux de NEET élevés, souvent près de 2 fois supérieurs à leurs pairs sans handicap. Et même pour les jeunes plus instruits, l'éducation ne garantit pas toujours une insertion réussie sur le marché du travail, révélant des décalages persistants entre les systèmes de formation et les besoins réels des économies. Ces constats nous rappellent une chose essentielle: les politiques de l'emploi des jeunes doivent être mieux ciblées et mieux adaptées aux réalités vécues. C'est précisément là que le partenariat Work for Youth entre l'OIT et la Fondation Mastercard prend tout son sens et nous aide à disposer des données comparables dans les 8 pays de l'UEMOA à partir d'enquêtes harmonisées auprès des ménages et de la base Youth Stats de l'OIT. Notre objectif aujourd'hui n'est donc pas seulement de présenter des données, il est de mieux comprendre comment ces données peuvent soutenir des réponses plus justes, plus ciblées et plus efficaces. Transformer les données en actions publiques ne va pas de soi. Cela nécessite des politiques solides, des institutions capables de les mettre en œuvre et un dialogue réel avec celles et ceux qui sont concernés. C'est dans cet esprit que l'Union africaine et l'Organisation internationale du travail ont élaboré la stratégie Union africaine OIT pour l'emploi des jeunes en Afrique, adoptée l'année dernière à l'unanimité par l'ensemble des pays africains. La stratégie appelle à la transformation structurelle des économies africaines vers des secteurs à plus haute productivité. En même temps, elle exhorte les États membres à investir dans des programmes actifs du marché du travail conçus pour des groupes spécifiques et adaptés à leurs besoins. Et aucune stratégie ne peut réussir sans la participation active des jeunes. Ils ne sont pas seulement des bénéficiaires, ils sont aussi des acteurs, des innovateurs, des entrepreneurs, des travailleurs, des citoyennes et des citoyens qui ont leur mot à dire sur l'avenir du travail en Afrique. Je vous invite donc à faire de ce webinaire un véritable espace d'échange. Posons les bonnes questions, partageons les expériences et surtout, engageons-nous à transformer ces données en actions concrètes pour les jeunes femmes et les jeunes hommes de la région. Merci beaucoup.
Merci à vous, Fan Fan. C'était excellent et je vous joins à dire pousser la participante pour engage. Now, it's my great pleasure to give the floor to Dr. Eunice, Director of Evidence and Learning Insights of the MasterCard Foundation. Over to you, Eunice. Thank you so much, distinguished guests, colleagues, partners, and participants. Good afternoon, and thank you so much for joining us today. On behalf of the MasterCard Foundation, I'm pleased to welcome you to this webinar, convened in partnership with the International Labour Organization and the Youth Foresights Platform. I would like to extend our sincere appreciation to the International Labour Organization for its continued partnership and leadership in advancing high-quality labor market analytics across the region. I would also like to acknowledge the colleagues from government, from public institutions across the Waiamu region and the Waiamu Commission, youth-led and youth-serving organizations, researchers, private sector partners, and fellow development partners. Across this region, we are at a critical moment. The region is experiencing strong demographic growth, with youth populations growing rapidly across these countries, often at a faster rate than in sub-Saharan Africa as a whole. But at the same time, while economic growth has been relatively strong in recent years, the data we are discussing today points to a fundamental issue. The challenge is not only about jobs, but about ensuring that work opportunities available to young people are more productive and more inclusive. We see that nearly 1 in 5 young people, about 22%, are not in employment, education, or training. This rate rises significantly for young women, reaching close to 30% on average. And for young people with disabilities, this rate can exceed 40%, highlighting deep structural barriers to inclusion. At the MasterCard Foundation, through our Young Africa Work Strategy, we're committed to enabling 30 million young people across Africa, particularly young women, to access dignified and fulfilling work by 2030. And we have been intentional in our focus, not just on access to work, but on enabling young people to reach their full potential by accessing work that they themselves see as dignified and fulfilling. Work that provides reliable income, that is reputable, that gives them a sense of purpose and respect in the workplace. In the Waiamu region, this ambition is anchored in key sectors such as agriculture, MSMEs, and the digital economy, with the goal of enabling 1.7 million young people to access dignified and fulfilling work. However, achieving this ambition requires more than commitment. It requires evidence-driven action. And this is why the work that we're discussing today is so important. The ILO's analytical work helps us to move beyond assumptions to design interventions that are targeted, inclusive, and scalable. So the real question before us is, how do we translate these insights into action? Today's discussion is really an opportunity to move from evidence to action, to identify practical pathways that can help to unlock youth employment opportunities at scale across the region. Not for young people, but with young people, because they are the future of Waiamu and of Africa. So thank you again for joining us, and I wish you all a very rich and productive discussion. Thank you so much, Eunice, and it's a really great pleasure to have you with us and to know that we speak together in one voice for the purpose of fulfilling the expectations of young people for dignified work. It's extremely powerful. So now we will shift gears a little bit, and it's my great pleasure to introduce you to Neil O'Higgins, an ILO colleague, and the senior economist and a well-renowned expert on youth employment, labor market, and policy diagnostics. He has led the work on this Waiamu Youth Employment Diagnostics along with Ms. Vipassana Karki of the ILO Department of Statistics, and he will now present to you what are some of the findings. Over to you, Neil. Thanks, Sarah.
1 in 4 young people in the Waimea region are not in employment, education, or training. And if you're a young woman, that number rises to 1 in 3. As we heard already, if you're a young woman, you're about twice as likely as young men to be NEET. That's an issue. Hi, I'm Neil O'Higgins, and I'm going to talk a little bit about what's going on in Waimea countries and what we found. But before I do that, I thought it'd be a good idea to see what you think about this. And so we've prepared 3 Menti questions. I believe that you probably know much better than I do how this all works. But I think there's a QR code, and you can either go to the web page directly or use the QR code, and there's the code on the left hand side to get you into the Menti. So I'll give you a few seconds to get going on that. I see a lot of people joining, so yeah. And maybe I can anticipate the first question. I should say that the Menti is in English, I'm afraid, but for technical reasons we couldn't put both languages up. But I will repeat the questions, and no doubt the interpreters will interpret. So the first question is a word cloud, and we want you to tell us which words best describe the youth employment challenge in West Africa. Easy question. Yes, that's an interesting start. Okay. Informality seems to be so far the strongest. Informality, informal, skills gap. We're getting structural barriers I see in a little less, but the overriding message I'm getting regards informality, and that indeed is something we will come back to in the presentation. There's a lack of opportunities, poor economies in there, but this informality and skills gap, that is what you're identifying as the key issues. Okay, so perhaps with that we can move to the second question, getting into a bit more specifics. I mean, in your view, which factor most limits young people's access to productive and sustainable employment? We have lack of good quality jobs, skills mismatch, gender inequalities, rural-urban disparities, and limited social protection. Okay, so again, we're getting a rather, well, this time there is more lack of good quality jobs, perhaps linked to informality, and skills mismatch are clearly dominating so far. Let's leave that for a second. You will no doubt get a clearer view of my own view of this situation. I'm not sure if I'm 100% in agreement with the ordering of these issues, but that's an interesting. Certainly, skills mismatch is an argument that dominates much of the discussion that we hear in this arena. Okay. So there we got a clear leader there in terms of skills mismatch, lack of good quality jobs, an important issue. Rural area disparities, I'll talk a little bit about that. Gender inequalities, that's interesting. That's not key, primary amongst these issues.
That's interesting. Okay, so perhaps now we can pass to the third issue. What should be the top priority for improving youth employment outcomes in West Africa, in your view? Should it be job creation, skills development, agricultural transformation, entrepreneurship support, or formalization policies, or indeed inclusion policies for women and youth with disabilities? Here we're getting a bit more of a spread. Job creation, yes, and skills development dominating. So this quality of employment and the access to employment opportunities seems to be an important issue, as does the skills issue, entrepreneurship, sure, and I'm glad to see I'm glad to see a lot of people also mentioning inclusion policies for women and youth with disabilities. I'll say up front, my take on this is that the core, the basic thing that is needed is job creation. All of these issues, in my view, are of extreme importance, but to some extent, the other policies are dependent on creating enough opportunities for young people. I think across the range, these are all important. Clearly, there's a role for inclusion policies and for entrepreneurship support, as there is for skills development. Okay, thank you for that. I think with that, I'll pass to my presentation. Here we go. Let's see if you can see this. Okay, yes. As Sarah mentioned, together with Vipassana Kaki from the Statistics Department, we've been working on statistical analyses of youth labour markets in the 8 WAEMU countries. And that's what I'm going to talk about. And then this will be followed by a panel discussion more oriented towards, and so what? What do we do with that? What about youth employment policy? I'll say a few words on the ILO MasterCard Foundation collaboration, a very few words on the general country context, because I really want to get to the nitty-gritty, which is about youth labour markets and in particular vulnerabilities and disparities within youth labour markets, and using primarily the NEAT indicator to look at that, and then I'll end up with a few key points. So the project itself. The current project, which has been going since 2024, is a continuation of a collaboration between ILO and MasterCard Foundation, which has actually been ongoing since 2011. The current round covers the 8 WAEMU countries, and this part that I'm going to be talking about focuses on statistical briefs reviewing the school to work transition in WAEMU countries, focusing in particular on the NEAT indicator, that is the Sustainable Development Goal target selected internationally to measure progress in youth labour markets. And this allows us to look also quite carefully at some vulnerable groups. The other big element of the project itself is a series of youth employment policy reviews in the 8 countries, and running throughout the project is a strong emphasis on youth capacity building and youth engagement, and indeed the youth employment policy reviews are carried out with the direct engagement of young researchers from the region. So today, statistical briefs. Essentially, we provide comparable statistical summaries of youth labour markets in the 8 WAEMU countries. These are based on a comparable household living conditions surveys, which has been undertaken in all 8 WAEMU countries before and after the COVID pandemic. The same survey was carried out in all 8 countries, so we got strictly comparable data, which is very important. It's not a labour force survey per se, but it does have sufficient information to apply standard international definitions as laid down by the ILO. The point here is to complement and support. This is not an end in itself, if you like. The point is to complement and support the development of youth employment policy reviews being carried out under the project. Okay, so 2 important definitions before I get into the nitty-gritty.
Who are the youth? Well, for us, and this depends on the global perspective from which this project comes from, young people, we take young people to be those aged 15 to 29. This is different from the African Union definition of 15 to 35, and also from the more restrictive definition often used in ILO global statistics of 15 to 24. What we did do is we produced a data appendix with indicators for 15 to 35-year-olds, and that is available as part of the materials produced by the statistical briefs. And one can see that there isn't a great deal of difference between the 1529 and 1535 in terms of the nature of the issues identified. Second point is to mention NEET. I think we've all heard the term. I think we probably all know what the term is, but just to emphasize, NEET are young people who are not in employment, education or training. That comprises the unemployed, but also so-called economically inactive people who are not in education. And these comprise the vast majority of young NEETs, around 90% or so. The NEET rate is simply the proportional share of the youth population who are NEET. I don't have time to go into why we choose NEET and why NEET is such an important indicator, but one can find resources that we have produced which explain that in a bit more detail. Okay, so very quickly some context. Essentially, the WIMO countries are characterized by relatively modest country income levels. 7 of the 8 countries have income per capita which is below the sub-Saharan African average, and several of them really have quite low incomes, below $3,000 per annum. They also face challenges to do with stability, according to the Global Peace Index, and human development. So the countries rank fairly modestly on these indicators also of stability and human development. But however, at the same time, the countries do have had a fairly positive growth performance in the new millennium. However, at the same time, populations have been growing fast, so this has not translated to the full extent into substantial large increases in country income. I would, however, add that the WIMO countries have experienced somewhat variable, but typically relatively good performance in terms of the reduction of working poverty. That is, people who are working but remain in poverty. And it's the only country which remains above the sub-Saharan Africa by that metric is Niger. So in general, the countries in the region have done relatively well, and that's a measure of quality of work and of income distribution from work. So let's get to the nitty-gritty. Young people. Young youth populations are growing fast, even faster than in sub-Saharan Africa as a whole. And turning to youth labour markets, if we divide up young people into whether they're working, they're in education, or they're NEET, we see quite a variable picture. There is quite very high employment rates in Niger, which in itself is perhaps not the positive indicator one might think, in the sense that much of this employment is very low quality, but there's a wide variety of experiences with the different levels of educational attainment and of NEET. Economies are dominated by agriculture. Young people are primarily employed in agriculture. Some countries like Niger, Mali and Guinea-Bissau, a very high proportion, 3/4 or 4/5 of the youth population are engaged in agriculture. Self-employment is pretty high too, not actually quite as high as it is elsewhere in sub-Saharan Africa, but there's again quite a lot of variety across the region. Maybe the key issue, or the central issue, which was identified also by participants at the beginning of this, is informality. So informal employment is pretty high across the continent. In WIMO countries, it's even higher. Not that much, but even higher than it is elsewhere, and particularly amongst young people. Young people always have informality rates which are above those of so-called adult workers, and in some cases, Niger practically
every young person employed, almost every young person employed, is informally employed. And that is an issue of concern regarding job quality and access to social protection and so on. But let's turn to some of the vulnerable groups and disparities. One of the key things that emerges when you start looking at NEET rates in WIMO, but also elsewhere, is the NEET rates are much higher for young women than men. In the region, the ratio varies between 1.5 times and 3 times. So the NEET rates of young women are between 1.5 and 3 times as high as they are for young men. This is an important issue of concern. The reason why this, or the source of this difference, if we look at the breakdown of young NEETs according to why they are NEET, if you look, I know it's hard to see from this figure in the presentation, but it's also available in the individual briefs, and also the presentation is available for you to browse at leisure. The light blue bar represents young people who are NEET because of family care related reasons. And one can see, I think it's fairly obvious that the big difference between young women and young men is all to do with that blue bar, the size of that blue bar. In fact, I would say that not only does it determine the difference between the extent of differences between young women and young men, but it also determines much of the difference across countries in the NEET rate. Perhaps we can come back to that afterwards. But another important issue is disability. Disability represents a major obstacle to young people seeking to access good jobs. It's not at all unique to WIMO countries, but in WIMO countries, one can see that on average, NEET rates of young people are about twice as high for young people with disabilities as opposed to young people without disabilities. And that varies quite a lot, but it is a universal for everywhere. This is true. Young people with disability, as with gender, young people with disabilities face higher NEET rates. Other indicators, other factors are more variable in their effect on NEET. So typically we find globally that NEET rates are higher in urban areas. This is only true in the region in Senegal. Elsewhere one has, reflecting I think the relatively low country income levels, elsewhere one finds that urban NEET rates are actually often higher than rural ones. Again, we may come back to that if there's time. And finally, educational attainment is not in itself a solution. We see that again globally, NEET rates typically fall as educational attainment rises. In the region, Senegal is the only country that conforms to this pattern. Elsewhere, one doesn't have a great deal of difference, or one has varying patterns of the relationship between NEET rates and educational attainment. And in particular, those with advanced, that is tertiary level education, still have rather high NEET rates more or less throughout the region. And this is certainly an issue of concern, and certainly points to the issue of educational mismatch, as indeed was identified by participants in the seminar early on. So just to run through one or two key points emerging. On the one hand, there are a number of cross-country similarities. Countries in the region all have reasonably good recent growth records, but at the same time, with population growth and so on, and lack of sufficient economic development, fairly modest levels of economic development as a whole. This serves to reinforce, I think, the importance of peace and stability, along with economic growth and indeed sectoral development strategies. Agriculture remains the dominant sector of employment for young people and older workers. I think along with sectoral development and along with developing employment in other sectors, there is a lot of room to improve the availability of the quality of jobs within the sector. So increase productivity also within agriculture. Informality
as we've seen, is rife across the region, even more so than elsewhere in sub-Saharan Africa. And there are some pronounced disparities in youth labour markets reflected by the high rates of NEET and NEET inactivity among young women in particular and young people with disabilities. At the same time, there are quite some differences in economic context. There is quite, although on average, the countries are towards the lower end of the in-country income scale. There is quite a big range within that. I'd also mention that compared to other countries in sub-Saharan Africa, Wyoming countries tend to perform curiously moderately well on some indicators of job quality, such as working poverty, but not so well on others like informality. Patterns in need rates also reflect the specific situations of countries. We see that in urban-rural disparities NEET, with the exception of Senegal, urban NEET rates are typically the same as or even higher than rural ones, in contrast to the pattern generally found elsewhere. And this has to do, I think, to the general lack of employment opportunities available to young people. And again, higher educational attainment is associated with lower NEET rates only in Senegal. Elsewhere, NEET rates do not vary greatly as higher educational qualifications are obtained, and this indeed points to some issues of educational mismatch. However, I would emphasize that certainly from my perspective, the basis for creating good opportunities for young people in the region must be sound macroeconomic strategies to promote employment intensive growth. And with that, I'll hand the floor back to Sarah. Thank you very much. Okay, thank you so much, Neil, for this comprehensive picture of the labor market situation of young people in the West African countries. And I mean, you've certainly given us a lot of information on which to orient the conversation to come. Now, we will shift gears here a bit and turn to our team of experts to hear from them on the policy implications behind some of the trends. And comme je vais vous prévenir, nous allons maintenant passer au français comme la langue principale de tous nos intervenants. N'hésitez pas à rire à mon accent américain. Je ferai de mon mieux pour être compréhensible. Je tiens tout d'abord à vous remercier tous d'avoir partagé votre temps et votre expérience avec nous aujourd'hui. On va commencer la discussion avec une question pour Monsieur Maurice Lorca, responsable de politique UMOA pour la Fondation Mastercard. Monsieur Lorca, dans quelle mesure la conclusion de cette analyse correspond-elle à votre vision du marché du travail des gens? Selon vous, quels sont les principaux défis auxquels les gens font face? Et comment votre fondation peut-elle les aider dans la région? Merci, je vous remercie Sarah, merci beaucoup. Et je remercie les intervenants précédents qui ont vraiment donné des présentations très instructives sur la situation en fait des jeunes et de l'emploi des jeunes dans les pays de l'UEMOA. Alors, c'est une très belle question à laquelle je voudrais répondre en deux volets. D'abord, est-ce que les conclusions de cette analyse-là correspondent à notre vision du marché des jeunes de l'UEMOA? Et ensuite, où est-ce que la Fondation Mastercard dans la zone UEMOA agit plus concrètement et comment ces données-là peuvent vraiment nous aider? Donc, permettez-moi d'abord de commencer par une petite parenthèse sur le contexte. Nous avons commencé, comme le présentateur précédent l'a dit, avec une longue collaboration et les derniers country briefs étaient des country briefs de différents pays anglophones avec seulement le Sénégal qui concernait donc l'Afrique de l'Ouest. Et au même moment, c'était en 2023, au même moment, donc la Fondation Mastercard mettait en œuvre sa stratégie
UEMOA, de Young Africa Work, pour s'étendre donc à la zone UEMOA sur les 8 pays. Donc, ce brief que nous voyons aujourd'hui, qui est vraiment très instructif, vient d'une demande de la Fondation et nous vous remercions en tant que partenaire d'avoir fait un travail aussi détaillé. Donc, cette demande-là était vraiment donc, pour déjà nous aider avec des données probantes à vérifier les hypothèses que nous avions en termes de programmation, mais aussi à avoir des productions de ressources fiables pour pouvoir informer les processus de design des politiques emploi jeunes dans la région. Et donc, je voudrais donc, en réponse courte, dire donc oui, euh, euh, ces analyses-là et ces conclusions donc, correspondent donc à notre vision. Et ce que l'analyse même confirme, juste quelques points, c'est que donc, le système agroalimentaire reste le plus grand pourvoyeur d'emplois pour les jeunes et le plus grand secteur d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Le poids de l'informel et du travail indépendant est encore aussi important. Et même quand les jeunes travaillent ou sont des entrepreneurs, il y a toujours cette vulnérabilité et cette précarité systémique qu'ils vivent. Donc là, il y a un alignement clair. Donc, je voudrais aussi souligner quelques petites nuances que nous avons notées dans la présentation. Déjà, un chiffre, euh, une donnée intrigante a été donc qu'une partie des jeunes en NEET ne cherchent pas d'emploi. Et c'est intéressant, ce serait intéressant même de creuser pour voir pourquoi ils ne cherchent pas d'emploi. Et le défi pour nous qui travaillons sur des programmes pour donc créer des opportunités d'emploi pour les jeunes, ça serait vraiment de creuser là et de trouver en fait les aspirations réelles de ces jeunes-là. C'est pour ça donc que la Fondation travaille plus à co-créer des programmes avec les jeunes là pour avoir donc cet aspect co-création là sur les programmes pour adresser les aspirations réelles, pour adresser les défis au quotidien réel. On a parlé de la jeune femme, de l'occupation familiale par exemple, qui est vraiment un facteur très limitant. Donc, il ne s'agit pas seulement peut-être de fournir des skills, mais peut-être des life skills, peut-être des infrastructures euh, nécessaires pour pouvoir donc libérer un peu plus de temps pour ces jeunes femmes-là de participer à ces programmes. On a parlé d'accès aux opportunités pour les jeunes handicapés, les jeunes personnes handicapées. Et donc, ces problèmes-là, c'est vraiment pas d'avoir des solutions ou des programmes standards, mais des programmes qui répondent à des profils très particuliers. Euh, Au niveau donc aussi des contraintes structurelles, nous avons remarqué que oui, il y a une croissance économique, mais la transformation structurelle reste limitée parce que l'inclusion donc des jeunes femmes et des jeunes personnes handicapées reste très limitée. Avec, avec ces remarques-là, je voudrais souligner aussi trois grands défis, pour résumer, que nous avons notés. Le premier, donc, c'est la qualité, au niveau de la qualité de l'emploi. Donc, le problème de la qualité d'emploi reste quand même un grand défi pour donc une durabilité et un meilleur revenu pour ces jeunes-là. Et donc, aussi, nous avons donc noté euh, le défi de l'inclusion des jeunes femmes, des jeunes handicapés, et aussi qui restent vraiment en dehors du marché du travail
Et ceci peut être dû donc à des normes sociales, des contraintes familiales, comme on l'avait dit, peut-être même aussi le manque d'exposition, le manque de confiance en toi, qui a besoin de certains skills, de certains leviers d'accompagnement personnalisé, d'accompagnement en termes de life skills. Mais aussi, la remarque qu'on peut faire aussi, c'est au niveau des needs entre les zones urbaines et les zones rurales. Et, et là, euh, ce qu'on pouvait intuitivement dire que le NEET en zone rurale de manière significative serait supérieur au NEET en zone urbaine, nous voyons que dans certains pays, euh, déjà la différence n'est pas très significative, mais nous observons que dans certains pays, le NEET en zone urbaine dépasse largement le NEET en zone rurale. Donc, ça va aussi nous entraîner à repenser euh, une approche programmatique euh, basée sur les réalités de ces participants-là, afin de renforcer l'inclusion des jeunes femmes et des personnes handicapées. Mais aussi à la Fondation Mastercard, nous considérons cette poche vulnérable-là qui sont donc les réfugiés et les déplacés. Et donc, pour conclure de manière programmatique, je voudrais donc souligner qu'à la Fondation Mastercard, euh, sur la zone UEMOA, notre portfolio de programmes vise à atteindre à l'horizon 2030 1,7 million de jeunes en emploi digne et épanouissant, dont 70% de jeunes femmes. Donc, vous remarquez l'importance que nous donnons à la jeune femme et 5% pour les personnes handicapées, des réfugiés et des déplacés. Donc, pour ce faire, nous priorisons le développement de la force de travail, ou si je peux m'exprimer ainsi, le développement de la main-d'œuvre et l'entrepreneuriat. Et donc, à travers l'accès à l'éducation et aux compétences, la croissance des micro-entreprises, le renforcement des systèmes agroalimentaires, l'accès au marché et l'accès aux finances. Et donc, pour booster donc l'inclusion dans tous ces aspects-là, pour booster l'inclusion et donc aussi euh, le potentiel de mise à l'échelle et de durabilité. Nous avons aussi des aspects transversaux que nous adressons, donc qui est l'inclusion du genre, des réfugiés et déplacés, des personnes handicapées, le safeguarding, parce que donc les participants à nos programmes doivent évoluer dans un environnement sain et serein, la digitalisation, donc pour booster encore plus tout ce qui est euh, intégration de ces jeunes-là et les politiques et systèmes. Donc, en gros, euh, euh, et en conclusion, cette étude apporte de la clarité sur la réalité des emplois, les profils des jeunes et les contraintes majeures que nous pouvons constater dans les pays où nous intervenons. Elle confirme aussi dans notre direction stratégique de nos programmes où nous cherchons à avoir une forte inclusion, un impact durable et une capacité à renforcer notre portefeuille de programmes actuels. Donc, il vient informer nos programmes actuels pour que nous puissions avoir des données probantes pour toujours pouvoir nous adapter et répondre à une demande réelle, actuelle, dans un monde qui change. Et donc, aligner les données et la mise en œuvre, le design, la mise en œuvre des programmes pour maximiser notre impact et atteindre des résultats durables dans la région UEMOA. Je vous remercie. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci, Luca. Monsieur Maurice, et c'est très bien d'avoir la concordance de notre mission et que Mastercard est déjà là et déjà pousse l'action dans la direction où les boissons sont plus dirigeantes. C'est excellent. Je vous présente maintenant mon collègue Ali Madai Boukar, qui travaille comme spécialiste de l'emploi à l'équipe du
travail des centres de la OIT à Dakar. Merci d'être venu avec nous, Ali. La question que je vous pose, c'est quelles sont les priorités pour promouvoir des emplois de qualité? L'emphasis ici, c'est sur qualité pour les gens dans la région. Et comment les données de marché du travail influencent-elles ces politiques et programmes? Merci à vous, Euh, Ali. Merci beaucoup, chère Sarah. Vous me recevez bien? D'accord, merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais aussi joindre ma voix à celle de celui qui m'a précédé pour déjà saluer les deux responsables du BIT et de la Fondation et par rapport aux mots très sages qu'ils ont eu à prononcer tout à l'heure. Je voudrais également remercier Niall pour la présentation qui a permis de camper tout le décor en ce qui concerne l'analyse situationnelle des tendances du marché du travail pour les jeunes dans le contexte des pays de l'UEMOA. Merci aussi à toi, Sarah, pour la facilitation. Bon, pour revenir maintenant rapidement à la question qui a deux volets, je crois. Le premier volet qui est beaucoup plus axé sur les priorités, en fait, les priorités essentielles. Et au regard même du constat qui a été fait, les emplois sont créés massivement dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est des emplois dans l'informel. Et avant d'aborder la partie sur les données, tout d'abord, il ressort clairement que le principal défi demeure la création en nombre suffisant d'emplois productifs et décents permettant une insertion de qualité. Je pense que cette insertion doit être progressive, durable pour les jeunes. Et le principal gisement d'emploi dans le contexte des pays de l'UEMOA, comme on l'a vu, c'est le secteur informel, où au moins 95% des jeunes occupés travaillent dans ce secteur. Inverser cette tendance suppose donc, idéalement, de valoriser davantage les opportunités de création d'emplois productifs, donc convenablement rémunérés, et qui permettent d'avoir un statut et une reconnaissance sociale pour les jeunes. Mais bien évidemment, cela implique aussi d'améliorer les nombreux emplois déjà existants. Il ne faudrait pas oublier qu'il y a des emplois, certes, les économies sont dynamiques, même s'il y a une certaine forme de particularité au niveau de la sous-région, où c'est l'informel qui pèse. Donc, moi, ce que j'appelle les emplois améliorés, et pour les jeunes, c'est faire en sorte de tenir compte de cette réalité sociale, culturelle des économies ouest-africaines pour aider à apporter plus de qualité au niveau de ces occupations des jeunes qui, somme toute, rentrent dans le système de débrouillardise. Parce que sans ces emplois, beaucoup de familles n'auraient pas pu s'en sortir, surtout dans des moments difficiles où il y a eu notamment les crises que nous connaissons. S'agissant des priorités, la première, de mon point de vue, va consister à relier les politiques d'emploi à la transformation économique. Parce que tant qu'il n'y a pas de transformation économique, si la structure de la production n'évolue pas, il sera difficile de créer de nouveaux postes de travail et qui puissent intéresser ces jeunes. Donc, il s'agit d'améliorer le contenu des politiques publiques afin de concrétiser les engagements qui sont pris souvent au niveau politique. Et les pays de l'espace UEMOA doivent anticiper sur ces questions d'emploi et d'employabilité des jeunes dès la phase de conception des politiques de développement, en faisant en sorte d'intégrer les programmes d'insertion des jeunes dans toute la chaîne de la planification, la programmation et la budgétisation. Les programmes publics d'investissement doivent avoir une sensibilité forte à l'insertion des jeunes et je pense que c'est possible de le faire avec un peu plus d'engagement et d'investissement. Il est également essentiel d'identifier les secteurs et les filières qui sont capables de créer à la fois de la richesse et des emplois pour les jeunes en tenant compte des réalités des territoires. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'agriculture, par exemple, qui demeure un secteur incontournable dans le contexte ouest-africain et qui est un important levier de création d'emplois. Une autre priorité que je vois concerne l'accompagnement des transitions professionnelles, en parlant de capital humain, de ressources humaines jeunes. Parce que une chose, c'est d'investir dans la transformation structurelle pour créer de nouveaux emplois. C'est indispensable. Mais cela ne peut pas réussir s'il n'y a pas de développement adéquat des ressources humaines. Il faut donc améliorer l'employabilité de la main-d'œuvre. Sans ce capital humain suffisamment productif,
il sera difficile de créer de nouveaux emplois dans les secteurs ciblés qui sont porteurs. Et à cet égard, il conviendrait de développer des programmes de formation. Par exemple, il y a des programmes de formation duale dans les centres de formation professionnelle et des dispositifs d'apprentissage ou de valorisation des acquis de l'expérience, notamment au profit des jeunes actifs dans l'informel. Et il y a aussi des dispositifs comme les stages rémunérés à travers des cadres de partenariat qui peuvent être les employeurs privés et les partenaires sociaux. Il y a quelques pays qui se sont engagés dans cette voie, mais pour l'instant, il n'y a pas assez de mise à l'échelle suffisante. Donc, il faudrait voir comment faire en sorte que ces bonnes pratiques-là puissent être portées à une échelle beaucoup plus importante. Ce sont des instruments qui permettent d'offrir une expérience professionnelle concrète et aux jeunes et de renforcer leur employabilité au moment où ils sont en instance dans une posture de formation ou d'enseignement. Et ça va faciliter leur transition sur le marché du travail. Par ailleurs, les pays devraient être encouragés à opérationnaliser les dispositifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences afin de mieux identifier les métiers dont on a besoin aujourd'hui et aussi les métiers du futur. On a vu qu'il y a une mutation au niveau des technologies de l'information et de la communication, il y a l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de domaines pour lesquels il faudra qu'on prépare la jeunesse en renforçant son employabilité dans ces domaines. C'est comme cela qu'on peut saisir ces opportunités nouvelles d'insertion qui s'offrent aux jeunes. Une autre priorité de mon point de vue, c'est de développer les programmes inclusifs et ciblés pour l'insertion de qualité des jeunes. Pourquoi les programmes inclusifs? Ça a été démontré dans la présentation de Nial et que nous avons plusieurs catégories de jeunes. Les jeunes sans emploi, ni éducation, ni formation. Nous avons les jeunes filles qui ont aussi leurs contraintes, des contraintes d'ailleurs qui sont plus fortes. On a vu que par rapport même au net, les jeunes sont encore plus, les jeunes filles sont encore beaucoup plus handicapées. Il y a aussi les jeunes qui vivent en milieu rural, les jeunes qui vivent des situations de handicap qui sont beaucoup plus éloignés du marché du travail. Tous les indicateurs l'ont démontré. Donc cela nécessite au niveau des pays de mettre en place des politiques actives d'emploi qui soient ciblées sur ces différentes catégories de main-d'œuvre jeune. Parce que les réponses ne doivent pas être générales, standards, c'est des réponses qui doivent être spécifiques en tenant compte du type de vulnérabilité spécifique à chaque groupe de jeunes sur le marché du travail. C'est comme ça que nous pouvons adapter les solutions aux différentes problématiques qui ont été ressorties tout au long des présentations. Enfin, une autre priorité essentielle consiste à prendre en compte la diversité même des contextes nationaux au niveau des pays de l'UEMOA. Et ça a été dit aussi, nous avons des pays d'un côté qui sont beaucoup plus du Sahel, qui sont en proie à des défis du point de vue environnemental, climatique, du point de vue aussi sécuritaire. Et ce sont des pays aussi qui sont enclavés, qui n'ont pas de façade maritime. Et de l'autre côté, nous avons des pays dits côtiers, des pays qui ont une façade maritime et qui ont aussi beaucoup plus d'ouverture ou bien de facilité à développer le commerce international. Donc, de ce point de vue, en tenant compte de ces différentes réalités, pour les pays sahéliens, par exemple, il serait pertinent de créer des opportunités pour les jeunes dans l'agriculture résiliente au climat, la grande irrigation, parce qu'il y a des problèmes de mobilisation des ressources en eau qui peuvent se poser. Comment faire en sorte, dans le développement agricole, en mobilisant les ressources en eau, et organiser les jeunes exploitants agricoles autour de l'agriculture. Ça permettra de créer massivement d'emplois dans la production agricole. Il y a la question des énergies renouvelables. Il y a des pays qui sont suffisamment ensoleillés au niveau du Sahel. Pourquoi ne pas capter l'énergie solaire qui est une énergie renouvelable pour essayer de développer la production? Donc là, ce sont des solutions aussi qui peuvent être innovantes, où il y a des jeunes déjà, même si c'est à l'échelle embryonnaire, qui s'adonnent à ce type d'activité et qui ont besoin d'être accompagnés. La protection des ressources naturelles. On a parlé du fait qu'il y a des défis climatiques, environnementaux énormes dans les pays du Sahel, par exemple. Pourquoi ne pas organiser ces jeunes autour d'activités de préservation des écosystèmes terrestres et aquatiques
qui peuvent occasionner ce qu'on appelle les emplois verts, des emplois verts avec tout l'accompagnement administratif qu'il faut. Pour les pays de la côte, nous avons des perspectives qui peuvent davantage se situer dans la promotion des petites et moyennes entreprises orientées vers l'exportation. Et il y a déjà des capacités productives qui existent. Donc, les industries légères peuvent être promues, et les services numériques, parce que nous avons des jeunes start-upers dans le numérique qui n'ont pas suffisamment de capital pour porter à l'échelle leur initiative. Ils ont besoin d'être soutenus. Et de l'autre côté, quel que soit le groupe de pays, il est important de tenir compte de la nécessité de faire un bon profilage de la situation des jeunes. Il faut qu'on sache dans avant d'implémenter chaque type de programme, quelles sont les différentes réalités au niveau des territoires et au niveau des pays pour orienter le choix des investissements. Maintenant, pour revenir au deuxième volet de la question sur les données, très rapidement, je pense qu'il est impossible de concevoir des politiques et des programmes efficaces et efficientes d'accompagnement des jeunes sans disposer des données fiables. Donc, les données statistiques et l'information statistique sur le marché du travail d'une manière générale, elle est fondamentale. Et même si très souvent l'espace budgétaire pour financer la statistique, il est assez limité. Il y a des efforts qui sont faits par les pays, mais qui demeurent encore insuffisants. Mais il faut beaucoup plus d'engagement à ce niveau pour financer les systèmes d'information, de mon point de vue, pour produire des données qui soient des données harmonisées, des données comparables. Vous l'avez vu dans le cadre de ce webinaire, les travaux qui ont été effectués sont basés sur des données harmonisées, comparables, même s'il y a eu des estimations qui sont faites. Mais si nous pouvons développer des capacités de production de l'information statistique de manière régulière, sur une base comparative entre les pays et de l'UEMOA, ça permettra de forger même des politiques intégrées au niveau sous-régional, basées sur des données probantes et basées sur des évidences qui vont beaucoup mieux guider le choix des politiques. Lorsqu'on fait les diagnostics du marché du travail, avant de formuler les politiques de l'emploi des jeunes, c'est important d'avoir également ces données. Donc, il est essentiel de renforcer les capacités des producteurs de données en mettant à leur disposition des approches méthodologiques qui soient fiables et des approches qui soient aussi harmonisées pour leur permettre voilà, de sortir des évidences qui peuvent orienter les porteurs d'obligations, les politiques publiques. Et voilà, la question d'actualiser régulièrement les données aussi, elle est fondamentale. Parce que très souvent, lorsqu'on veut réaliser des politiques ou bien des stratégies et même des programmes, on se rend compte que nous avons des données qui sont vétustes, des données qui sont anciennes. Comment faire en sorte de maintenir cette irrégularité, sans oublier aussi la question de désagrégation des données, qui se pense quand les données sont trop générales, ça ne permet pas aussi de bâtir des programmes ciblés sur les jeunes. Quand on parle de segmenter le marché du travail pour les jeunes, il faut avoir ces informations-là basées sur les enquêtes qu'il faut bien évidemment supporter. Les pouvoirs publics doivent le faire avec l'accompagnement des partenaires. Donc tout cela suppose enfin, pour terminer, de rendre pleinement opérationnels les systèmes d'information sur le marché du travail et mettre en place les observatoires sur l'emploi et le marché du travail, qui sont les instruments qui permettent de suivre les tendances du marché du travail. Si on veut réaliser des analyses pour élaborer des politiques fiables, il faudrait s'investir aussi de ce côté-là des données qui ne doivent pas être négligées de mon point de vue. Donc voilà globalement ce que je voudrais aussi partager par rapport à ces deux volets de la question. Et pour finir, je pense que si nous voulons transformer toute cette masse apparente, hein, la masse considérable de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et il faudrait beaucoup plus transformer nos économies. Je pense que c'est les dividendes économiques, le dividende économique et social ne peut être obtenu que si on investit sur le capital humain jeune. Et pour le faire aussi, la question des données, elle est importante. Merci beaucoup. Merci à vous, Ali. C'est très, très riche et je vous remercie. Vous avez une picture globale, mais en même temps, vous passez on doit passer beaucoup d'étapes encore
pour mise en place la politique intégrale et c'est pas c'est pas du tout facile, mais c'est très, très, très important. Et on vous remercie pour votre wisdom. Merci. OK. Maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à Monsieur Sogoun Juste Coulibaly, qui est un économiste planificateur, chef de la division égalité et équité du genre à la commission UMOAU. Les analyses mettent en évidence des écarts très importants entre les jeunes femmes et les jeunes hommes. Dans quelle mesure l'emploi des jeunes femmes est-il une priorité pour la commission des UMOA et quelles actions régionales sont les plus prometteuses? À vous, Monsieur Coulibaly. Merci. D'accord. OK. Merci, Sarah. J'espère qu'on m'entend bien. Très bien, merci. Très bien, merci. Voilà, merci beaucoup pour cette question, voilà, qui touche à un enjeu majeur pour l'avenir de notre espace communautaire. Et il faut dire que, il faut saluer l'initiative de l'OIT et de son partenaire Mastercard, voilà, dans l'exploitation des enquêtes intégrales sur les conditions de vie des ménages. Voilà, la commission de l'UEMOA l'a fait en livrant un manuel genre. On s'était intéressé aux aspects seulement de genre. Vous êtes venu à vous intéresser et vous êtes intéressé aux aspects de l'emploi. En tout cas, c'est à saluer parce que tout cela peut contribuer à mettre de l'information à la disposition des décideurs. Cela étant, voilà, pour revenir à vos questions, je voudrais commencer par rappeler une réalité. Voilà, la jeunesse, effectivement, constitue aujourd'hui l'un des principaux moteurs de développement de l'UEMOA. Mais comme le premier intervenant l'a mentionné, hein, voilà, toutes les catégories de jeunes ne bénéficient pas des mêmes opportunités. Les jeunes femmes restent confrontées à des obstacles plus importants en matière d'éducation, d'accès à l'emploi et d'autonomisation économique. Les données disponibles montrent effectivement que le taux de jeunes ni en emploi, ni en éducation, ni en formation est significativement plus élevé chez les femmes que chez les hommes dans l'espace UMOA. Voilà. Donc, cela traduit des inégalités persistantes qui limitent non seulement l'épanouissement des femmes, mais également le potentiel de croissance inclusive de nos économies. Voilà. Même si il faille aussi s'interroger sur les données, se poser des questions de savoir si elles ne peuvent pas être plus fines. Parce que c'est des données qui ne prennent pas forcément en compte le travail non rémunéré. C'est également des données où on présente, par exemple, la situation des jeunes scolarisés. La question, c'est de savoir est-ce qu'on a pris en compte ceux qui sont dans des écoles non classiques. Je voulais parler, par exemple, de l'école coranique. Soit, tout ce que je peux, ce qu'on peut dire, c'est que dès lors, répondre à cette question n'est pas uniquement une question d'équité. Voilà, c'est aussi une question de performance économique, de stabilité sociale et de transformation structurelle. C'est pourquoi la promotion de l'emploi des femmes constitue aujourd'hui une priorité pour la commission de l'UEMOA. Et cette priorité ne date pas d'aujourd'hui. Au fil des années, plusieurs initiatives ont été développées pour renforcer l'employabilité, l'entrepreneuriat féminin et la mobilité des jeunes. Voilà. Je pense notamment au programme de formation professionnelle, aux bourses d'excellence. L'UEMOA, depuis 2001, en a octroyé plus de 600, aux dispositions favorisant la mobilité des compétences ou encore aux initiatives de soutien aux opératrices économiques et aux petits acteurs du commerce. Ces actions ont contribué à améliorer progressivement l'accès des jeunes, y compris des femmes, aux opportunités économiques. Aujourd'hui, cette dynamique se poursuit à travers les orientations du plan stratégique Impact 2025-2030 qui accorde une place importante à la formation, à la recherche, à l'innovation et au renforcement des compétences des jeunes. Comme exemple, nous avions un partenariat en gestation avec l'OIT dans le domaine de l'emploi.
Parallèlement, la mise en œuvre du schéma organisationnel type d'institutionnalisation du genre vise à intégrer systématiquement les besoins différenciés des femmes et des hommes dans les politiques publiques, y compris celles liées à l'emploi. À notre avis, 3 leviers régionaux apparaissent aujourd'hui particulièrement prometteurs pour accélérer l'emploi des jeunes femmes. Premièrement, améliorer l'adéquation entre formation et marché du travail afin que les compétences développées correspondent davantage aux besoins réels des économies de l'Union. Deuxièmement, renforcer l'entrepreneuriat féminin, notamment à travers un meilleur accès au financement, aux incubateurs, aux fonciers sécurisés et aux dispositifs d'accompagnement. Troisièmement, poursuivre les réformes visant une intégration effective du genre dans les politiques publiques, afin que les décisions budgétaires, éducatives et économiques prennent davantage en compte les contraintes spécifiques auxquelles sont confrontées les jeunes femmes. À cela s'ajoutent des dimensions essentielles telles que la mobilité régionale, la libre circulation, la production de statistiques sensibles au genre. Voilà, il va être intéressant que l'OIT s'intéresse aux questions de travail non rémunéré. Voilà, cela peut être capté à travers les enquêtes budgétaires. L'autre élément, c'est le plaidoyer auprès des États membres, conformément au principe de la subsidiarité. Pour conclure, je dirais qu'investir dans l'emploi des jeunes femmes ne relève pas uniquement d'une politique sociale. C'est un choix stratégique pour renforcer la compétitivité, l'inclusion et la résilience économique de l'espace urmois. En donnant davantage d'opportunités aux jeunes femmes, nous investissons simultanément dans la croissance, la cohésion sociale et l'avenir de notre Union. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly. J'ai vu beaucoup de réactions sur le chat, c'est très valable et très intéressant. Finalement, nous sommes rejoints Merci. par Candide Hungbeji. Candide, vous avez un CV impressionnant. Vous êtes un team manager, la défenseur des droits humains, une militante féministe, réalisatrice et photographe. J'imagine que vous avez surmonté bon nombre de difficultés présentées aujourd'hui. Et nous serions ravis d'avoir votre avis sur la manière dont votre gouvernement et des organisations comme la Fondation Mastercard pourraient tirer le meilleur parti de votre talent et votre enthousiasme pour réussir sur le marché du travail. À vous, Candide. Et merci à vous, merci à tous. Alors, je pense que avant de commencer, je vais parler de l'analyse de l'Organisation internationale du travail qui montre clairement que de nombreux jeunes travaillent, mais dans des emplois précaires, dans des emplois informels et surtout sans réelle sécurité. Et donc, pour améliorer cette situation, pour permettre aux jeunes de donner le meilleur d'eux-mêmes, de leur talent, je pense que les gouvernements devraient commencer par la création d'emplois décents et accessibles aux jeunes, mettre l'accent sur les emplois vraiment disponibles et accessibles aux jeunes. Donc, il y a déjà des critères, il y a assez de critères qui disqualifient les jeunes sur le marché de l'emploi. Il y a les critères d'expérience, il y a les jeunes qui viennent de sortir des formations à qui on demande 5 ans, 10 ans d'expérience qui ne l'ont pas. Donc, mettre en place un système qui permette réellement aux jeunes d'accéder aux emplois sans les limiter avec les histoires de compétences 2 ans, 3 ans. Après ça, j'ai noté qu'il faut réduire les inégalités d'accès à plusieurs formations, notamment à travers les coûts très élevés pour la classe moyenne. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formations qui existent, mais qui ont des coûts très élevés, que ce soit dans le public ou le privé. Il y a des jeunes très talentueux, il y a des jeunes très intelligents et très motivés, mais qui n'ont pas les moyens, malheureusement, d'accéder à ces formations. Et quand ces jeunes n'arrivent pas peut-être à choper les bourses, parce que les bourses, bien que d'excellence ont un quota donné, n'arrivent pas à les choper, malheureusement, ces jeunes se retrouvent dans d'autres secteurs de formation
qui ne leur conviennent pas personnellement. Et là, on voit déjà le décalage. Il y a la démotivation, mais ils essaient de faire avec et ça ne permet pas d'avancer. Également, il y a intégré dans les conditions d'accès à certaines formations des aptitudes et compétences basées sur l'humain. Nous avons remarqué que les conditions d'accès à certaines formations sont beaucoup plus centrées et sont beaucoup plus mécaniques, ne considèrent pas la motivation réelle et intrinsèque du candidat de ces formations. Donc, je pense qu'il faut commencer par intégrer ce genre de conditions-là. Alors, il est aussi important de noter que les gouvernements, les politiques devraient, depuis la base, commencer par connecter l'éducation au marché de l'emploi. Ce n'est pas toujours évident au pays, donc, où les jeunes finissent, c'est difficile de trouver des stages. Au Bénin, le gouvernement fait des efforts dernièrement à travers différents programmes comme le programme PSI, mais ces efforts doivent être dupliqués sur toute l'étendue du territoire national, par exemple, et avec dans plusieurs autres secteurs, y compris les secteurs qui ne sont pas de l'éducation classique. Et en faisant cela, je pense que le gouvernement va vraiment tirer le meilleur parti des jeunes parce que je suis consciente que les jeunes peuvent réellement développer leur pays à travers leurs compétences. Il suffit de leur donner les moyens, les armes et l'accompagnement qu'il faut. Alors, je ne vais pas tergiverser. Donc, pour finir, je vais dire que les gouvernements, les fondations, les organisations comme la Fondation Mastercard peuvent également mieux soutenir les jeunes en investissant non seulement dans les compétences, mais aussi dans l'accompagnement, le financement et les perspectives d'avenir. Donc, les jeunes ont besoin de se sentir dignes, ont besoin de sentir qu'ils peuvent construire leur futur avec dignité et stabilité. Donc, nous invitons les gouvernants, les organisations à nous faire confiance. Nous pouvons, si nous sommes accompagnés, réellement nous retrouver dans les emplois décents. Il suffit qu'on nous fasse confiance. Merci à vous. Merci beaucoup, Candide. Vous me touche pas. Mon français. Je me touche par votre passion et je peux sentir. Je suis un peu. Vous avez tous les gens dans votre épaule et j'ai apprécié beaucoup. Alors, j'ai le plaisir à vous dire que nous sommes finis la première étape de cette panel et nous avons quelques minutes, pas beaucoup, pour faire quelques questions, pour prendre quelques questions. Je comprends qu'il y a beaucoup dans le chat qui sont déjà répondus par Neil et Vipassana et merci beaucoup, Neil. Let me just see if there are any pressing questions. And if not, peut-être je peux demander à toute notre panéliste pour me donner dans une minute une réflexion, si vous voulez. Et peut-être je peux recommencer avec Candide. Candide, est-ce qu'il y a dans 2 minutes quelque plus que vous voulez nous pousser that you would like to share with us and your reflections about the findings and maybe one additional thing that you'd like, one moment that you'd like to leave us with? Candide. Ce que je peux ajouter, c'est qu'on accorde une attention particulière aux jeunes femmes, aux personnes en situation de handicap, aux jeunes qui ne sont pas dans les milieux urbains et à tous les jeunes sans distinction de leur religion, de leur âge, de leur sexe et de leur genre, et même de leur physique, de leur condition physique. Parce que nous voyons aujourd'hui, il y a des jeunes qui portent des cheveux et juste à cause de ça, on les empêche d'accéder à certains emplois décents. Or, ils ont les compétences. Les jeunes femmes, les personnes en situation de handicap
tout le monde doit être pris en compte, donc l'inclusivité. Voilà, l'inclusion, pardon. Je voudrais insister sur l'inclusion. Voilà, merci. Oui, merci beaucoup, Candide. Et vous avez raison, c'est un choix de temps en temps, c'est un choix. Et c'est toute notre responsabilité pour ouvrir cette porte à les jeunes femmes qui sont très, très, très talented et pour nous porter beaucoup, beaucoup de productivité. Alors, Monsieur Lorca, est-ce qu'il y a une réflexion qui vous venez finir? Bien, merci Madame Elder. Vous avez très bien prononcé Lorca. Alors, donc, je voudrais réagir en même temps, profiter pour réagir à la belle intervention de Mademoiselle Candide, et donc qui nous a interpellés à la fin de son propos. Alors, pour lui dire, pour la rassurer déjà, et rassurer les jeunes filles que la Fondation a la jeune femme au centre de ses programmes et de son intervention. Donc, dans tous les programmes que nous considérons et dans tous les objectifs impact que nous avons, c'est 70% de jeunes femmes, 5% de personnes handicapées et de réfugiés et des groupes des plus vulnérables. Ça, c'est une première chose. Et euh, dans l'évolution de la considération de nos impacts, euh, nous sommes passés de l'impact de jeunes en emploi à jeunes en emploi digne et épanouissant. Donc, qui réunit vraiment toutes les conditions de l'épanouissement de l'emploi, pas seulement de la rémunération, mais aussi de ce qui permet aux jeunes d'obtenir un emploi, de le conserver et de leur permettre de s'épanouir, de devenir même des moteurs de changement transformateurs dans leur milieu et que ces emplois soient durables dans le temps par des systèmes solides et des institutions pour dire que nous souhaitons aussi influencer tout ce qui est politique, vu cette initiative même autour de laquelle nous discutons autour de la table aujourd'hui. Et donc, c'est avec une très grande intentionnalité que nous intégrons donc le genre comme priorité transversale à tous nos programmes. Et même, il y a certains de nos programmes qui sont 100% femmes euh, pour donner tout le sérieux que nous avons. Aussi, c'est une approche très ciblée sur un profilage d'abord de ces jeunes femmes-là, euh, sur leurs conditions de vie, les challenges qu'elles ont dans leur milieu. Donc, ce ne sont pas des programmes tout faits qu'on donne ou on impose, mais c'est des programmes qui sont co-créés. Au niveau de l'éducation, aussi, nous avons éducation, transition. Nous avons des programmes au niveau de la région, mais aussi au niveau global de la fondation, comme les programmes scolaires de bourse, par exemple, dans certaines universités et aussi même des programmes dans certaines écoles pour les jeunes filles. Euh, euh, donc, c'est pour vous dire que nous travaillons en ce sens, nous continuons de travailler en ce sens et avoir des feedbacks comme ce que vous avez donné aujourd'hui, nous en avons besoin justement pour pouvoir toujours continuer et répondre aux attentes réelles. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup, Maurice. And I think I hope our other panelists don't mind if I put on my chef hat and cut us here, because we are unfortunately almost out of time, and I think it's important to wrap up. We've had some very, very important interventions, very, very rich, and really reminding us of the big challenges that we still have ahead of us to promote decent work in the West African countries, and
that we all need to work together. And I already see a lot of very important actions, but we can reach across the borders. There are a lot of very important people and interested, motivated people joining us today, and we will continue to keep in touch and to reflect on how we can work best together. So let me thank everyone very much for taking the time to join us today. And before leaving, please make sure to share with us your feedback on the session. There's a poll that's been posted where you can give some feedback. And today's session has been recorded and will be made available on a website that I believe will also be posted in the chat. Finally, let me remind us that this event has been hosted by the Youth Foresight Knowledge Platform. We have some very hard workers behind the platform, so thank you very much to Joanna and Gladys for helping us run this smoothly. The Youth Foresight platform is co-managed by the Decent Job for Youth Initiative and Generation Unlimited. So again, let me thank you so much for joining and giving us your time, and we look forward to seeing and engaging with you again in the future. And everyone have a great rest of the day.